Mesdames et messieurs, bienvenue à Décortica Eco. Eh bien, Décortica Eco reçoit aujourd'hui un géographe. Que va-t-il faire justement dans cette émission économique? Allez-vous me poser la question? Mais vous allez le savoir au cours de l'émission. Peut-être le docteur Diallo, Mohamedou Lamine Diallo, donc son nom, sera mon invité pour faire un décortiquage spécial sur les questions de géographie. Parce que la géographie a gouverné le monde. Mais la géographie aussi a inspiré les grands qui ont voulu dominer le monde. Mais en même temps aussi, la géographie est un bréviaire pour connaître son monde, pour connaître son univers, mais surtout pour connaître son pays et ses richesses et ses potentialités. Docteur, bienvenue à Décortica Eco. Merci, M. Ndiaye, bonjour. La géographie, un mot simple, ça revient quoi? La géographie, c'est une discipline scientifique qui étudie la Terre, mais c'est assez vague pour quelqu'un qui écoute et qui n'est pas spécialiste. Mais la géographie permet de comprendre les enjeux des sociétés à tout moment de leur histoire. Et on peut peut-être faire un petit historique parce que la géographie, dans son passé, était une géographie plus ou moins classique qui cherchait à décrire les paysages naturels, qui cherchait à décrire les paysages agricoles, etc. On parlait de la géographie rurale, de la géographie régionale, etc. Mais elle a beaucoup évolué. Elle s'intéresse aujourd'hui aux enjeux actuels des sociétés et ce qui fait sa contribution dans les processus de développement des sociétés. Très bien. Oui. Au départ, la géographie aidait l'humanité à s'éclairer, à découvrir. Mais est-ce qu'il reste encore des coins à découvrir dans le monde pour utiliser justement les instruments de la géographie? Je pense que l'humanité n'a pas fini de découvrir le monde, la planète. N'est-ce pas? Mais si la géographie se limite tout simplement à cette découverte, description, elle n'a pas encore joué pleinement son rôle. Elle nous apporte des informations, certes, mais elle doit aller au-delà. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a deux choses à mettre en relation. C'est-à-dire la géographie enseignée au niveau des lycées, collèges et autres, et la géographie enseignée à partir du niveau supérieur. Donc la géographie au niveau des lycées, des collèges, c'est une géographie plus ou moins descriptive qui cherche à apporter le plus d'informations possible sur la découverte des localités les plus proches et des localités les plus lointaines, donc de la planète en quelque sorte. Sur tous ces aspects, si on prend à partir de la terminale déjà, on commence à s'ouvrir sur les différentes puissances du monde, à connaître les puissances économiques mondiales, à voir les facteurs qui sont à l'origine de ces puissances-là, les relations entre ces puissances, et on étudie ce qu'on appelle le système monde. Et aujourd'hui, à partir du niveau supérieur, on cherche à créer ce qu'on appelle, à partir d'une approche systémique, à comprendre les relations entre l'environnement, l'espace et la société. Donc on va beaucoup plus loin dans la compréhension des choses. Donc on crée un esprit critique chez l'étudiant pour lui permettre, à partir des approches géographiques, de mettre en relation les différents éléments pour mieux comprendre les enjeux des sociétés et probablement apporter une matière grise pour les décideurs. Voilà. Mais on est parti quand même d'un postulat qui était très basique, le sens de l'orientation. On a dit le monde, pour le comprendre, il faut au moins 4 points cardinaux qui sont basiques, élémentaires, allez-vous me dire. Mais je pense que c'est ça qui a révolutionné un peu quand même l'orientation, mais en même temps aussi les directions de l'humanité pour comprendre que cette partie se trouve à l'est, telle autre se trouve à l'ouest, et une autre encore se trouve au nord et au sud. Donc à partir de ces 4 points cardinaux, la géographie a fixé des repères pour connaître le monde. Tout à fait, tout à fait. Et l'orientation, c'est fondamental en géographie. Et c'est ça aussi ce qui a permis à la géographie de jouer son rôle, d'apporter donc sa contribution au processus global, c'est-à-dire où on se trouve, par rapport à quoi. Donc on doit pouvoir s'orienter, se localiser. Et aujourd'hui, il y a des instruments innovateurs qui permettent à cette orientation-là. C'est tous les logiciels que l'on utilise en géomatique, avec
les drones, avec comment dirais-je, les GPS qui permettent de mieux s'orienter et de mieux se localiser dans l'espace. Et tout cela est très fondamental en géographie, mais aussi pour les autres disciplines. Et c'est ce sens, c'est cette orientation-là qui fait que la carte, l'outil du géographe est très important. Tout à fait. Parce que c'est à partir de la carte, si on ne sait pas où on va, qu'on peut s'orienter en général. Et l'outil principal de la géographie, c'est la carte. Et on l'utilise pas seulement pour les géographes, mais même les non-géographes sont aujourd'hui obligés d'utiliser la carte. Et prenez le GPS à partir de votre téléphone, vous voyez bien qu'il y a eu un travail derrière qui a permis, si vous voulez vous déplacer, le GPS vous oriente et vous allez tout droit à votre endroit. Vous parlez justement de GPS. Ça, c'est dans la pratique. Vous parlez de GPS. J'aimerais bien approprier le G qui est également géographie, puisque on se géopositionne dans l'espace. Mais ça, c'est un raccordement fabuleux entre la géographie et la modernité, par un outil exceptionnel, c'est-à-dire aujourd'hui l'usage justement des réseaux sociaux, de l'Internet, mais en même temps aussi peut-être des nouvelles technologies. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. J'aime bien le mot, vous dites que si on ne sait pas où on va, on se perd. Donc, grâce à l'orientation, on sait où on va. Et à partir de ce moment maintenant, on peut localiser les forces, on peut localiser également les faiblesses. Avez-vous conscience ou bien avez-vous la perception que c'est la géographie qui a aidé peut-être les peuples à se découvrir des forces, mais à se découvrir aussi des faiblesses pour aller à l'assaut d'autres zones? Tout à fait. La géographie, à travers ces instruments dont on parlait tout à l'heure, nous permet de connaître le territoire, de connaître l'espace et particulièrement le territoire, parce que l'espace pourrait être un peu vague. Mais connaître le territoire, c'est quoi? C'est connaître effectivement la répartition des potentialités de chaque territoire, comment les potentialités territoriales sont réparties, les ressources naturelles donc, et comment les hommes sont répartis dans l'espace. Et tout cela permet de prendre des décisions. Où se trouvent tes ressources sur le territoire national? Telle autre ressource sur le territoire national. Quel lien peut-on établir entre pourquoi tes ressources ici et non ici? Alors, ça nous permet donc, effectivement, comme vous l'avez dit, de situer les forces et les faiblesses de l'espace ou du territoire. Même si, par ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, quand on parle de forces et de faiblesses, tantôt les faiblesses, il faut les nuancer. Les relativiser. Il faut les relativiser. Parce que les progrès techniques et technologiques ont fait qu'aujourd'hui, on peut transformer des faiblesses en force. Voilà. Mais autre chose également qui nous permet peut-être de faire un saut, c'est le rapport des forces. Là, la géographie également a joué un important rôle dans la connaissance d'abord de ces forces-là, mais aussi des rapports que ces forces tissent entre elles pour maintenant sortir ce que j'ai appelé, et ce que peut-être aussi les militaires appellent les rapports de force et les rapports de domination. Vous savez, la géographie, il y a un grand géographe, Yves Lacoste, qui disait que la géographie fait d'abord à faire la guerre. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par les informations géographiques que les militaires, souvent, arrivent à gagner tel ou tel combat. C'est ça. Ça, c'est évident. Donc, dans les rapports de force, l'information géographique est fondamentale. Mais moi, j'ai souvent dit que quand Yves Lacoste le disait, évidemment, ça permettait de comprendre un peu comment la Première Guerre mondiale s'est soldée, comment la Deuxième Guerre mondiale, comment les gens sont arrivés à se positionner pour combattre l'ennemi, etc. Mais nous, Africains, cette géographie qui sert à faire la guerre, est-ce qu'elle sert à faire la guerre contre notre voisin, entre un pays et un autre, ou est-ce qu'elle sert à faire la guerre contre la pauvreté? Bonne question. Comment la géographie peut contribuer à lutter contre la pauvreté? C'est bien sûr à partir de la connaissance des potentialités du milieu, des différents territoires. La possibilité de mettre en exploitation, en valeur ces potentialités au profit du développement. Très bien. Et pour cela, évidemment, il faut mettre les géographes en contribution dans la mobilisation, la collecte des informations réelles, dans l'analyse de ces informations
et leur utilisation dans les processus de décision. Alors, si on part du postulat que c'est par la géographie qu'on se connaît, qu'on se découvre, et les guerres également qui se sont enclenchées dérivent sans doute peut-être des informations que les uns et les autres captent et détiennent pour pouvoir peut-être progresser et évoluer vers un sens de domination. Est-ce là un mauvais usage de l'information géographique? En fait, vous savez, les rapports de pouvoir, les rapports de force ont toujours existé. Les gens ont toujours tenté de dominer les autres. Les uns ont toujours tenté de dominer les autres. Donc la géographie est là au service des enjeux, au service des hommes. Alors, si les hommes utilisent l'information géographique pour dominer à des fins, est-ce que c'est mauvais? Eh bien, je pense que c'est de bonne guerre pour les nations, parce que les nations ont toujours cherché à dominer pour des raisons purement économiques. On ne domine pas pour dominer tout simplement, on domine parce que on veut, il y a un intérêt derrière. Parce qu'il y a eu dans les années 1980 ce qu'on appelait the Resource War, donc la guerre des ressources en Afrique, entre les puissances de l'époque de la guerre froide qui étaient derrière des mouvements nationalistes et qui les mettaient en mal, et des guerres se produisaient ainsi un peu partout à travers l'Afrique. Mais le soubassement de ces guerres-là, c'était l'accès aux ressources naturelles. Et jusqu'à présent, ces guerres-là existent, même si elles ne sont pas très flagrantes. Dans les rapports de force, même si ce n'est pas militaire, on voit bien que... Financier, économique, culturel, voilà. Parce qu'on peut dominer une large aire géographique aussi par la culture. Voilà, on l'a vu effectivement avec Hollywood aux États-Unis, on l'a vu avec Bollywood en Inde. Voilà. Mais l'idée sous-jacente, c'est de voir si la géographie était présente quand il fallait apprécier un peu l'univers et la dégradation justement de son climat. Parce qu'aujourd'hui, il est de saison de parler tout le temps de changement climatique. Est-ce que la géographie, à travers sa fine observation de l'évolution donc des climats, a vu venir justement cette situation que nous vivons aujourd'hui? Oui, tout à fait. Enfin, la géographie a été présente, elle a été présente dans cette compréhension des processus évolutifs et qui ont conduit aujourd'hui à parler des changements climatiques et de la dégradation des ressources naturelles. Et vous avez pas mal de productions de climatologues, géographes qui ont participé à faire connaître davantage ces questions-là, mais également beaucoup de géographes qui ont travaillé sur la dégradation des ressources naturelles à travers le monde. Les géographes, je pense, à travers l'outil dont on parle, la carte permet de montrer le niveau de dégradation des ressources à travers le monde. Si on prend par exemple le Sahel, la zone sahélienne, on sait, à travers la cartographie, on sait mesurer l'évolution du désert ou de la dégradation des ressources naturelles, par exemple, qui avance vers le sud. Donc c'est pour vous dire que la géographie a été présente dans ces questionnements d'enjeux de portée planétaire. Alors, les géographes, ils montent en puissance parce qu'ils sont de plus en plus écoutés. Le décideur ne peut pas prendre justement une décision sans au moins qu'elle soit instruite et beaucoup plus renseignée, d'où l'apport de la géographie à la connaissance justement des décisions à prendre. Et il faut minorer également les erreurs à prendre par rapport à une décision. Si bien donc que cette montée en puissance des géographes, est-ce une bonne chose pour l'humanité ou est-ce une nouvelle façon également de dominer le monde par les idées, notamment chez les géographes? On s'est un peu plaint que la géographie soit un peu marginalisée, n'est-ce pas? Surtout quand on prend le cas du Sénégal. Les géographes se prononcent très rarement sur des questions d'enjeux nationaux. Alors parlons de l'aménagement du territoire. Est-ce que vous êtes associé, impliqué, et est-ce qu'avez-vous aussi un point de vue prédominant? Personnellement, je ne suis pas impliqué, mais sûrement il y a des géographes qui sont impliqués, il y a beaucoup de géographes qui sont impliqués, mais quand je parle de la position du géographe, c'est dans les processus de prise de décision. Parce qu'on peut vous prendre comme technicien, comme consultant, vous faites le travail, vous partez, et libre soit aux décideurs d'appliquer ou de ne pas appliquer. Donc la géographie, d'abord, elle doit être davantage... on doit, nous, en tant qu'enseignants en géographie, on doit faire intéresser les jeunes scoliers, les jeunes écoliers sur
la géographie. C'est quoi la géographie? Leur faire aimer la géographie. Leur faire aimer la géographie. Et à travers l'usage de nouveaux outils, de nouveaux instruments, pour que la géographie ne soit pas trop théorique. Parce que souvent, elle est trop théorique au niveau des classes de collège, de lycée, etc. Donc, ça, c'est un petit travail à faire, c'est important. Et le deuxième travail, c'est que les géographes doivent davantage s'engager dans le débat national à travers ces plateaux que vous organisez, mais également au niveau de la politique, pourquoi pas? Parce que les connaissances géographiques, à mon sens, ne sont pas suffisamment utilisées dans la compréhension. Et autant c'est important de connaître l'histoire du Sénégal avec le grand projet qui a été lancé par le président pour réécrire l'histoire du Sénégal. Voilà. Mais pourquoi pas lancer un grand projet pour mettre en place des manuels de géographie du Sénégal? Parce que c'est important. Tout à fait. Et on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de le faire avec le développement de la géomatique. Parce que la géomatique a quelque chose, en quelque sorte révolutionné la géographie. La géographie est en pleine révolution avec les nouvelles technologies, l'information et les communications. Alors, on voit même une évolution peut-être du concept au plan sémantique, parce que de plus en plus maintenant, on associe la géographie à la stratégie, d'où un nouveau concept qui s'appelle la géostratégie. C'est un nom un peu bizarre ou bien il répond à une conjoncture contemporaine? Non, la géostratégie a toujours existé. La géostratégie, c'était d'abord les militaires, donc c'était dans le cadre de la géographie, c'est à faire la guerre. Mais la géostratégie aussi, c'est du point de vue économique, par rapport comment dirais-je, aux ressources de chaque territoire et à la complémentarité, ce qu'on appelle les avantages comparatifs, c'est-à-dire ce que tel territoire peut apporter à tel territoire ou ce que tel pays peut prévaloir au niveau international. Donc la géostratégie, elle a existé. Maintenant, comment en faire un ingrédient dans les politiques nationales pour que ce que nous disposons au niveau national est assez diversifié. On va dans la région du sud, on a de l'or, du fer, etc. De l'autre côté, vers le nord, on a des hydrocarbures. Et des phosphates. Voilà, de l'autre côté, on a des ressources agricoles, des terres arables. Donc, comment, du point de vue faire la conjugaison de tous la conjugaison de toutes ces ressources-là au bénéfice des peuples. Alors là, la géographie peut servir justement de trait d'union. Tout à fait. Voulez-vous dire? Tout à fait. Tout à fait. La géographie peut aider à comprendre tout cela. Et c'est pourquoi je dis que lancer un projet, parce que tout commence par le bas. Donc, un projet de manuel de géographie qui peut être utilisé au niveau primaire, ensuite des manuels pour les niveaux secondaires, au collège, donc premier, deuxième cycle, c'est important parce que ça permet à ces jeunes-là de mieux connaître leur pays, pas du point de vue théorique seulement. Et parce que ce sont les futurs décideurs et à savoir quelles sont les décisions à prendre au bout de quelques années. Et ça, c'est important à mon sens. Tout à fait. Donc, cette géostratégie maintenant qui est enseignée dans les grandes universités, qui est enseignée aussi peut-être dans les écoles de commerce, donc tout le monde s'y met maintenant à l'heure. D'où peut-être aujourd'hui voilà, le succès que remporte un géographe. Et les entreprises également commencent maintenant à s'intéresser un peu au point de vue, ou bien en tout cas à l'analyse des géographes. Si bien que peut-être, quand il y a une denrée qui manque dans le monde, les géographes, à partir peut-être simplement de leur topographie et de leur analyse, peuvent aider une entreprise à mieux concevoir justement ses plans d'investissement, ou alors c'est peut-être ces plans d'approvisionnement. Donc la géographie est au début de la conception et à la fin de la réalisation. Oui. C'est en Afrique où on n'utilise pas suffisamment les outils, les instruments de la géographie ou les connaissances géographiques. Mais vous voyez bien qu'à l'échelle mondiale, les puissances sont très positionnées par rapport à la géostratégie. À quel moment il faut travailler sur telles ressources parce que probablement elle va être un peu rare ou un enjeu. Ça, les puissances internationales, les États-Unis, la France, le Japon, c'est un exercice quotidien. C'est un exercice quotidien. Et ils ont une géographie prospective, c'est-à-dire ils scénarisent le futur sur un scénario assez futuriste. Alors que ici on est toujours au quotidien et les géographes en général sont en retard par rapport à ça, pas parce qu'ils veulent être en retard, mais c'est parce que les décideurs eux-mêmes
n'utilisent pas suffisamment les connaissances géographiques. Je me dis souvent qu'il y a beaucoup de productions scientifiques dans les universités que les États africains n'utilisent pas. L'État finance l'université, l'État finance les laboratoires, l'État finance les chercheurs, mais en fin de compte, les résultats des chercheurs ne sont pas en retour utilisés par les décideurs. C'est ça qui est un peu dommage. Alors, si on revient maintenant sur l'aménagement du territoire, on regarde peut-être que le Sénégal, du point de vue en tout cas de la géographie, a des atouts. Et chaque région, sans doute, détient des leviers et même peut-être une certaine richesse. Mais que faudrait-il faire, et surtout aux géographes que vous êtes, comment pourrions-nous articuler l'ensemble de ces atouts-là pour donner à notre pays un visage printanier? Alors, je pense que quand vous dites que la géographie connaît un renouveau, c'est aussi par rapport à ces questions d'aménagement du territoire. Oui. Parce que quand même, de plus en plus, on prend conscience que la politique d'aménagement du territoire doit connaître un nouveau souffle. À un moment, on l'avait abandonné. C'était en arrière-plan par rapport aux autres. Relégué au second plan. Relégué au second plan. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'aménagement du territoire en rapport avec le développement territorial. Alors, la géographie, c'est son domaine. C'est l'une des questions les plus étudiées par les géographes. C'est l'aménagement du territoire. Comment les choses sont réparties sur le territoire national. Quelles sont les potentialités de chaque région? Quelle articulation peut-on faire entre ces différentes potentialités au bénéfice des peuples? Alors, si on prend le cas du Sénégal, comme vous l'avez si bien dit, je l'ai rappelé tantôt, nous avons dans chaque région au moins des ressources qu'on peut valoriser. Mais le lien, l'articulation entre ces secteurs d'activité-là pose problème. C'est ça. Et cela, c'est d'abord au niveau même de la conception économique du Sénégal. Quand vous prenez l'économie du Sénégal, elle est extravertie. Donc nous produisons pour exporter. Nous ne produisons pas pour créer de la valeur ajoutée et pour rassurer la consommation et probablement atteindre l'autosuffisance alimentaire, aller jusqu'à la sécurité alimentaire parce que c'est deux choses différentes. L'autosuffisance, on peut avoir une souveraineté, on peut bien manger aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Mais la sécurité nous permet d'avoir des réserves en cas de situation de crise où on ne peut pas... Comme c'est le cas avec la crise sanitaire, où peut-être les pays producteurs justement de riz ont fermé leurs frontières et du coup, si les Sénégalais ne s'étaient pas organisés pour avoir quand même des stocks, ils se retrouveraient donc face à une situation très bien. Donc, pour terminer sur l'aménagement du territoire, on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal est caractérisé par de profondes disparités entre la partie un peu ouest-nord-ouest, la partie Dakar qui concentre l'essentiel des activités économiques, l'administration, etc., et le reste du pays. Si vous prenez à partir de Kaffrine, Kaola, de Tamba, Bakel, toute cette partie, le Ferlo, toute cette partie du Sénégal, pratiquement, c'est la partie mal développée ou moins développée du Sénégal. Donc, ces disparités-là, les décisions les plus importantes aujourd'hui qu'on aurait pu prendre, c'est peut-être de déployer les activités économiques à l'intérieur ou l'administration à l'intérieur du pays. Si on prend spécifiquement les activités économiques, faire de sorte que les activités, les ressources exploitées, par exemple dans la région de Kédougou, qu'on puisse installer là-bas des industries de transformation ou des unités de raffinage qui attirent davantage les peuples parce que c'est un espace pratiquement vide, de vide humain. Donc il faut, en termes d'aménagement du territoire, aller plus loin dans l'exploitation, mais surtout dans la transformation de ces produits au niveau local pour créer de la valeur ajoutée et surtout créer de l'emploi au niveau de ces territoires-là. Parfaitement. Parce que quand vous prenez l'exemple de Kédougou, depuis quelques années par exemple, on voit qu'il y a un flux migratoire qui quitte le nord, qui quitte l'ouest vers la région de Kédougou. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des espaces à conquérir, mais surtout, il y a de l'emploi qui se crée avec l'installation de certaines sociétés. Tout à fait. Donc, voilà. Mais les besoins également sont une donnée fondamentale en géographie. Oui. Les besoins d'aujourd'hui peuvent
déjà donner une idée de ce que seront les besoins de demain. D'abord en termes alimentaires, en termes sanitaires, en termes sécuritaires. On peut partir donc dans certains postulats sur la base d'une observation fine de la façon dont les hommes et leur nature s'organisent, vivent en coexistence pour peut-être sonder le futur à partir de scénarios. Vous parlez justement de la prospective. Là également, c'est peut-être un enjeu que la géographie a probablement intégré justement dans ces variables d'ajustement. Oui, en principe, ça devait pouvoir être... parce que quand on fait de la science géographique, en principe, elle nous permet de prendre des décisions. Et qui parle de prendre des décisions, pense au futur. Au futur, oui. Et quand vous parlez de besoins, quels sont les besoins aujourd'hui, si on revient au Sénégal, des Sénégalais? Vous savez, le Sénégal, la consommation est à 50% basée sur le riz. Et nous avons des terres, des ressources pour satisfaire les besoins des Sénégalais. Quel est l'apport du géographe par rapport à cette satisfaction-là demain? Donc, il y a eu déjà des travaux qui ont été faits et on sait aujourd'hui que la vallée du fleuve Sénégal, rien que la vallée, dans cette zone du nord, vous avez plus de 240 000 hectares qui sont des terres arables avec l'irrigation. Et l'eau est disponible parce qu'il y a le fleuve Sénégal. Donc il y a des études qui ont permis aussi de montrer, des géographes, de montrer que dans certaines zones de production, peut-être qu'on peut faire des aménagements, accroître les aménagements pour permettre une augmentation de la production ou de la productivité. Donc le géographe, dans l'action, peut anticiper évidemment sur les besoins des Sénégalais. Et ça, ce sont les études prospectives. Mais dans d'autres domaines, le géographe peut travailler sur le futur. Oui, des scénarios, voilà, des modèles. Tel produit est consommé, utilisé. Est-ce que d'ici quelques années, si on faisait telle production, on pourrait atteindre peut-être l'autosuffisance alimentaire? Si on travaillait sur tel scénario, est-ce que tel produit, par rapport aux habitudes alimentaires, par rapport au niveau international, quels sont les aspects qui peuvent changer? Comment le Sénégalais ou les décideurs sénégalais pourraient adapter cette production-là à d'autres contextes, etc. Donc, en contextualisant, on peut se lancer sur des décisions qui permettent au futur de faire face à certaines problématiques. Oui, d'ailleurs, l'autre aspect également qui est très intéressant à analyser, c'est que le futur étant un peu soumis aux aléas, oui, et à l'incertitude, oui, il faut peut-être une interdisciplinarité pour permettre donc de mieux camper le futur, oui, de façon à minorer les erreurs. Oui, Autrement dit, le géographe peut travailler un duo avec peut-être le démographe qui peut le renseigner sur le futur, donc l'évolution de la population, mais en même temps aussi peut-être les besoins qui vont s'exprimer demain, obéiraient sans doute peut-être à des exigences de qualité ou à des exigences d'emballage ou à d'autres exigences. Si bien donc peut-être l'interdisciplinarité met également au cœur le géographe pour s'associer à d'autres disciplines qui également permettraient sans doute de mieux affiner l'analyse. Pas seulement, le géographe au centre, mais avec les autres disciplines. Les autres disciplines. Les disciplines, comme je le disais tantôt, ne peuvent plus être cloisonnées. C'est ça. Il y a une nécessité, voire même une obligation de travailler dans un cadre interdisciplinaire. C'est ça, de travailler ensemble. Et de travailler ensemble, le sociologue, le géographe, l'économiste, le juriste, chacun dans son domaine pourrait apporter des ingrédients qui permettent de mieux comprendre les situations et d'anticiper sur certains faits. Effectivement, si on prend le cas des changements climatiques, les questions liées au changement climatique, mais le géographe seul ne peut pas cerner la totalité de la problématique. Cerner totalement la problématique. Parce que quand il y a changement climatique, les gens impactés, c'est la population. Et évidemment, cette population-là, elle est construite sous un paramètre sociologique. Donc, il faut prendre ça en compte. La question de l'évolution des populations contribue quelque part au changement climatique. Même si je dis souvent qu'il faut être très nuancé par rapport à la démographie. Parce qu'on a tendance à dire que la population, à nous faire comprendre que l'augmentation
l'accroissement de la population pourrait être un danger. Un danger. Voilà, on nous présage même l'apocalypse. Et ça, c'est, je pense, une vision très réductrice, tout à fait. Parce que quand on regarde les différents pays du monde, les puissances, elles ont traversé ce qu'on appelle le boom démographique. Et le boom démographique a été un facteur propulseur de progression. Oui. Je ne dis pas qu'il faut faire des enfants, mais vous voyez, nous sommes à peu près 17 millions d'habitants. Bon, 17 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Hein. N'est-ce pas? Par rapport si ça a été bien judicieusement réparti dans l'espace sénégalais, peut-être que personne ne se sentirait étouffé. Mais oui. Et ensuite, ce n'est pas 17 millions d'habitants qui pourraient être à l'origine de la pauvreté. Ou de l'apocalypse. De l'apocalypse. Le véritable problème, c'est un problème de répartition des ressources. Les richesses sont là, les ressources sont là, les revenus sont assez intéressants pour l'État. Mais quelle répartition en fait-on? C'est ça le problème. Voilà. Quelle répartition ferons-nous de nos richesses? Eh bien, il fallait un géographe pour nous donner un peu une impulsion, une connaissance plus approfondie sans doute de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. C'est donc grâce à la géographie que nous pouvons peut-être aborder le futur. Eh bien, docteur Mohamedou Lamine Diallo, merci. Merci. Vous avez contribué à réduire notre espace d'ignorance. Merci. Et nous vous remercions pour ça. À moi de vous remercier pour l'invitation. C'est pour bientôt.